Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième défi confi. Après vous avoir proposé un court-métrage, un documentaire, je vous propose aujourd'hui une analyse filmique. Les thèmes de la semaine étaient les suivants: guerre, blanc et vivant. Je vous propose donc aujourd'hui d'analyser la scène que je préfère de mon film préféré, fait par mon réalisateur préféré. C'est vrai que sur le papier ça fait pas forcément très envie, mais restez bien, ces 5 minutes de vidéo vont vous apporter énormément, surtout si vous voulez faire des études dans l'audiovisuel, et j'espère que ça vous plaira, et je vous emmène au cœur de ce film qui est juste un chef-d'œuvre. Je me souviens de la première fois où ces images se sont imprimées sur ma rétine. J'ai été bouleversé par ce film. C'était le 15 février 2018, je suis sorti des cinémas du Palais, il était 18h, il faisait nuit. Je venais de voir pour la première fois l'enfance d'Ivan, je venais de voir aussi pour la première fois un film d'Andrew Tarkovsky, et je n'avais qu'une seule pensée: ma vie ne serait plus jamais comme avant. On va faire une très courte intro sur qui est Tarkovsky. Tarkovsky, c'est simple, 7 films, 7 chefs-d'œuvre. Tout est à voir, rien n'est acheté, tous les plans sont absolument immenses et tellement recherchés. Chaque scène, chaque plan est réfléchi de façon à faire passer telle ou telle émotion. Bref, un dieu. Il suffit juste de voir... Ah bah attendez, pour vous c'est flou. Il est là, mon Tarkovsky. Bon, il est un petit peu hors champ, mais bon, il est là. Pour l'enfance d'Ivan, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on lui avait confié un film qui avait déjà commencé à être écrit, et il a accepté de réaliser que s'il pouvait réécrire entièrement le scénario, choisir ses acteurs, et y intégrer notamment des scènes de rêve qui sont juste absolument incroyables, tellement poétiques et qui font la beauté de ce film. Donc l'enfance d'Ivan, un vieux film des années 60 récompensé par un Lion d'Or, et Dieu sait que c'est pas assez. C'est un film de guerre, ici de la Seconde Guerre mondiale, en noir et blanc, qui parle d'Ivan, un enfant de l'Union soviétique dont les parents sont morts, tués par le nazisme, et qui représente ici l'enfance, la vie au sein de la guerre. Voilà, comme ça on est raccord sur les thèmes. Ivan est donc enrôlé dans l'armée en tant qu'éclaireur, où il n'a qu'un seul souhait, c'est venger la mort de ses parents, mais il sera exploité par ses supérieurs, ce qui pose justement la condition de l'enfance dans la guerre, qui est d'ailleurs aussi remarquable dans Jojo Rabbit, que je vous conseille. On trouve justement un parallèle très intéressant entre ces deux films. D'un côté, nous avons un enfant dont les parents sont morts, tués par le nazisme, et qui n'a qu'une seule envie, se venger, et de l'autre, un enfant qui, lui, est complètement fanatique et en adoration du nazisme. Mais le point commun de ces deux enfants, justement, c'est qu'ils sont exploités par les adultes, de façon à desservir la cause de la guerre, qui, elle, est plutôt atroce et un petit peu incompréhensible. Donc l'enfance d'Ivan est vraiment un film qui est très poétique et que je recommande à tout le monde. Et Jean-Paul Sartre disait justement qu'ici nous n'avons pas la représentation d'un enfant à travers la guerre, mais la représentation de la guerre à travers un enfant. Et la scène que l'on va justement analyser pose très bien cette question. On va voir l'insouciance de l'enfance, l'insouciance d'Ivan qui se retrouve seul dans une salle du camp militaire et il va jouer. Mais ce qui est entre guillemets très glauque dans cette partie du film, c'est la manière dont il va jouer. Et on va justement se demander comment Tarkovsky va utiliser les outils audiovisuels, à savoir le son, l'image et le montage, pour y montrer l'atrocité de la guerre. Je vous invite tout de suite à aller voir dans la description l'extrait que j'ai proposé donc sur un autre lien en non répertorié. Et pour ceux qui ne souhaitent pas le voir avant, on part tout de suite sur l'analyse. Alors commençons par parler directement d'une des raisons principales qui a poussé Tarkovsky à faire ce film, c'est le fait de pouvoir critiquer la guerre. Et ça on peut le remarquer depuis le début du film. L'on retrouve de très nombreux plans avec des canons qui sont embourbés, on retrouve aussi une scène très touchante avec un homme que la guerre a rendu fou, ou encore quelques images avec des morts qui ne sont pas censurées et dissimulées à la caméra. Avant de s'intéresser à la manière dont Ivan joue, on va d'abord se poser la question de la religion qui a été énormément soulevée dans le cinéma de Tarkovsky. Il suffit de voir la scène de la lévitation de Solaris, Andrew Roublev ou encore le sacrifice. Rien qu'au nom le sacrifice, tu comprends déjà où tu t'engages. Dans notre extrait, la religion est apportée tout d'abord par la cloche, évidemment, la cloche qui est suspendue au plafond dès le début de l'extrait et qui montre qu'elle est au-dessus de la scène, au-dessus de la guerre, qu'elle surveille Ivan. Et d'ailleurs, lorsqu'Ivan la fait teinter, la caméra est placée vraiment au-dessus pour donner cette vision de supériorité de la religion. Je rappelle aussi que pour les chrétiens, la cloche a pour but de chasser les démons. Et en l'occurrence, ici, les démons, ce sont les nazis, et en effet, on ne entendra que le son de cette douce cloche que lorsque la guerre sera finie et que les soviétiques seront déclarés vainqueurs. Et c'est pour cette raison qu'il crie de joie quelques secondes après avoir fait sonner la cloche, c'est car dans son jeu, il vient de gagner la guerre. Mais nous reviendrons sur ce fameux jeu dans quelques secondes, et avant, nous allons nous pencher sur un autre point qui a toute son importance, ce que devient la religion dans la seconde partie de la scène. Elle explose. On se retrouve avec énormément d'éléments religieux, on a des mosaïques, on a des croix, et elles se font toutes bombarder par l'Allemagne, comme si l'Allemagne nazie allait justement à l'encontre de la religion et de son message de paix, et qu'elle souhaitait en détruire les traces. Sinon, moi, personnellement, j'ai une autre interprétation, si vous avez la vôtre, je vous invite à la mettre dans les commentaires, car ça soulève beaucoup de questions. Peut-être qu'en fait, c'est une manière de Tarkovsky de se dire, mais si la religion existe, si Dieu existe, que fait-il face à cette guerre? Pourquoi ne réagit-il pas face à cette incompréhensibilité, face à cette incohérence de la guerre, et pourquoi ne laisse-t-il nous entretuer? Tout cet extrait se finit par une explosion derrière une croix, un plan qui est extrêmement long, et où l'on entend des oiseaux chanter, alors que si l'on regarde un petit peu plus tôt, tous les arbres sont morts. C'est très probablement une référence au paradis, car après la guerre et après la mort, il y a le paradis, mais aussi après la guerre, tout redeviendra plus vivant. Donc en soi, il y a deux interprétations possibles, soit la victoire de la vie après la guerre, soit tout simplement la mort avec le paradis. Bon, parlons maintenant de ce qu'il y a de plus intéressant dans cet extrait, c'est ce fameux jeu.
Quelques minutes plus tôt avant cet extrait, Ivan vient juste de recevoir un nouveau couteau, ce qui justifie justement le départ de ce jeu. Un couteau, tu vois déjà le décalage par rapport à ta propre enfance. Il se plonge dans un jeu pour faire usage de son couteau où il y est totalement investi. Il plonge le décor, il joue un rôle. Dès le début de cette scène, Tarkovsky nous impose de nous focaliser sur Ivan avec des plans rapprochés, des travelling, et on est totalement plongé dans son imaginaire. Et j'insiste justement sur ce terme d'imaginaire qui est très propre à l'enfance. Le tag sur le mur lui a pour but de montrer l'atrocité de cette guerre. Il est d'ailleurs lu par un autre personnage qui, évidemment, est imaginé par Ivan. Sur ce tag, on y lit que l'aîné a 19 ans et ils vont donc exécuter des enfants, entre autres des personnes innocentes, ce qui permet d'amplifier cette critique de la guerre. Et elle est d'ailleurs encore plus intensifiée par la bande-son, qui est juste absolument incroyable. On y entend un piano totalement martelé, des cris, des pleurs, elle est totalement désorganisée. Entre autres, tout ici est mis en œuvre pour nous montrer l'absurdité et la stupidité de la guerre et des dommages qu'elle cause, notamment pour l'URSS dans les années 1940. Petite parenthèse historique, un tiers des morts de la Seconde Guerre mondiale venaient de l'Union soviétique. Ils ont perdu 16% de leur population. Entre autres, ça fait 27 millions d'êtres humains morts. C'est absolument énorme, absolument déplorable. Et juste à titre de comparaison, et je sais que cette comparaison est vraiment pas très belle et je m'en excuse par avance, la population juive, elle, a perdu 6 millions d'êtres humains, ce qui fait entre autres 4,5 fois moins que les soviétiques. Son jeu prend ensuite une autre tournure. Il est seul, mais il incarne plusieurs personnages. Les cuts sont d'ailleurs pour la plupart très bien masqués. Rappelons que nous sommes à l'époque de la pellicule, en 1960, et non pas à l'époque où le clip scanner de Gringe a été tourné, ainsi masquer ces cuts relève de beaucoup d'habileté. Et d'ailleurs l'on voit tous ces personnages. Mais avez-vous remarqué qu'il a cassé la bougie au début de la scène et que du coup la seule source de lumière de cette scène est la petite lampe torche qu'il tient dans sa main? Alors comment expliquer que tous les personnages que l'on voit et qu'il représente sont illuminés avec la lumière en pleine face? D'ailleurs on ne voit à aucun moment la lampe torche dans cette scène-là. En fait, c'est comme si Ivan incarnait directement ces personnages, mais qu'il les voyait lui aussi directement, et que nous pouvons les voir. Ils ne sont plus simplement des personnages de l'imaginaire, mais apparaissent réellement. Donc là, on est réellement plongé dans le jeu, au cœur de la mentalité d'Ivan, au cœur de son imagination. Mais c'est vrai que cette scène semble extrêmement glauque déjà tout d'abord avec la musique, et qu'il est difficile surtout au premier visionnage d'admettre qu'il s'agit d'un jeu. On a ensuite cette victoire de l'URSS dont on a parlé un tout petit peu plus tôt avec le son de la cloche, on le voit, il court, la lumière va dans tous les sens, il crie. Sur ce moment-là, ça ressemble beaucoup plus à un enfant qui joue à un enfant classique. Et là, on arrive vraiment à l'apothéose de cette scène, à ce moment qui est absolument magnifique, absolument poignant. C'est le moment où il se retrouve face à un ennemi. On passe en gros plan sur son visage, on est complètement focalisé sur lui et plus sur tous les autres personnages extravagants qu'on a pu voir avant. Il y a seulement lui et cet ennemi qui n'est autre qu'un manteau qu'il s'imagine. On voit qu'il est en sueur, il est en transe. Pour lui, ça va au-delà d'un simple jeu. Par ces deux tirades, il fait donc référence à la mort de ses parents. Il ne joue plus, il veut exprimer son réel désir de vengeance. Mais c'est là qu'il reste un enfant et non un soldat. On le voit balbutier, éclater en sanglots, et il échoue. Il est incapable de tuer quelqu'un, car c'est un enfant et non un soldat. Donc là il tombe, il reste dans un petit coin de lumière qui ressemble justement à un œil, comme si l'on assistait à quelque chose d'important, un petit peu honteux qu'Ivan aurait préféré cacher. Et ce couteau que l'on voit dans cette fente de lumière finit par disparaître, preuve une fois plus qu'il n'en fera pas usage. La sortie du jeu, le retour à la réalité est très violente avec cette explosion et la lumière qui balaye la salle d'un seul coup. Il reste complètement indifférent de la mort qui pourrait encourir d'un instant à l'autre. Il est plus attristé par sa propre défaite et on le voit, cette image absolument incroyable de lui allongé et en train de réfléchir alors que des bombes sont juste en train d'exploser quelques mètres au-dessus de sa tête. Et enfin, juste avant ce plan de croix dont on a déjà parlé avec le retour des oiseaux, la scène se finit par son reflet dans le miroir avec face à lui un soldat, une manière de nous faire comprendre que c'est peut-être ce qu'il deviendra un jour. Je vais pas vous spoiler la fin du film, vous aurez l'occasion de voir s'il pourra devenir ce soldat ou non. Je vous invite vraiment à voir ce film, il est vraiment très intéressant, il est vraiment très recherché. J'espère avoir pu, au sein de cette vidéo, vous donner quelques clés pour comprendre le cinéma de Tarkovsky. En tout cas, ce sont des interprétations évidemment personnelles. J'espère que vous aussi, vous pouvez vous faire vos propres interprétations sur cet extrait. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire afin que je puisse justement réagir dessus. Et peut-être que vous allez m'aider à comprendre certaines choses que moi, je n'ai pas compris par rapport à cet extrait. Il y a énormément de choses à dire. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire parce que cette vidéo serait beaucoup trop longue. Chaque plan, chaque source de lumière, chaque son, vraiment chaque cut même, tout est absolument recherché, chaque élément a son importance dans le cinéma de Tarkovsky et j'espère au sein de cette vidéo avoir pu vous montrer
la subtilité de son cinéma et vous donner envie peut-être de voir d'autres de ses films. En tout cas, si c'est le cas, je pense avoir réussi ma mission au sein de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, activer la petite cloche évidemment, parce que comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et je vous souhaite une excellente journée, au plaisir de vous revoir et peut-être à la fin de ce confinement. Voilà, à bientôt.